Les noms et peuples qu'a écrasé Valyria nous sont largement inconnus. La grande majorité des archives valyriennes ont été détruites lors du fléau, un terrible cataclysme qui allait changer le monde à jamais. Bien avant ces jours sombres, les peuples d'Essos ont dû s'adapter à l'arrivée des dragons contrôlés par les Valyriens. Tous ceux qui refusaient de plier le genou devant Valyria étaient réduits en esclavage par la force, mais parfois certains peuples choisissaient une autre alternative pour échapper à ce funeste destin. C'est ce qui a poussé le peuple des Andals à s'exiler vers le continent de Westeros à une époque qui est quand même bien documentée. Malgré cela, nous ne connaissons pas avec précision la date de référence pour cette migration. Certains feraient remonter leur arrivée autour de l'année 6000 avant la conquête, d'autres affirment que c'est plutôt une longue période qui s'est étalée de l'an 6000 jusqu'à l'année 2000 avant la conquête, et la majorité des maîtres semblent quand même s'accorder sur une fourchette de dates comprise entre l'année 3700 et 1700 avant la conquête. Bref, tout cela n'est pas évident, mais comprenez bien que nous aurons une grande période à traiter dans toute cette histoire, même si, vous allez voir, je vais être obligé d'aller un peu plus loin au-delà de ces dates. Comme pour le récit sur l'âge des héros, je vais aborder cette invasion de manière géohistorique en me promenant dans chaque couronne de Westeros pour mieux vous rendre compte de la situation. Mais avant tout cela, qui sont réellement les Andals ? Originaires d'une contrée située sur le continent d'Essos près de la cité valyrienne de Norvos, leur territoire d'origine s'appelle la Hache puisqu'il a une forme très particulière d'une double hache. Un beau jour, les Andals décident de quitter leur foyer pour aller s'installer un peu plus dans les terres, fondant par la même occasion le royaume d'Andalos. Grâce à leur puissance, les Andals parviennent à se créer une petite réputation à Essos, alors que plus au sud, les Valyriens et Ghiscari se livraient une bataille sans merci. Les hommes d'Andalos ont développé un art de la forge qui leur permet d'avoir des armes et armures en fer. Face à eux, les populations locales n'avaient pas la moindre chance de l'emporter, mais ils étaient loin d'être les seuls à maîtriser l'art de la forge. Près du fleuve de la Rhoyne, l'antique peuple des Rhoynards était lui aussi très doué, pouvant créer des armes et armures en fer afin de se défendre efficacement. Des historiens avancent l'hypothèse que les Andals ont appris comment forger des armes auprès des forgerons Rhoynards, ce qui ne serait guère étonnant puisqu'on trouve des avant-postes du peuple de la rivière dans les territoires d'Andalos. Pendant plus d'un millénaire, les Andals ont prospéré dans leur royaume, loin des conflits qui se jouaient plus au sud et entretenant même des relations commerciales avec Valyria et les Rhoynards. Leur religion voit également le jour à travers des concepts bien spécifiques. Les Andals prient les Seth, et aussi surprenant que cela puisse paraître, il s'agit d'un seul et unique dieu, même s'il n'est pas rare de parler des nouveaux dieux en opposition aux anciens, ou bien des Seth qui ne sont qu'un, ou encore les Seth d'en haut. Un concept assez difficile à saisir pour quelqu'un qui n'a pas d'éducation, puisqu'on évoque la multiplicité de ces dieux tout en parlant aussi d'une seule et même forme divine. Pour simplifier, dites-vous que cette divinité possède 7 facettes, toutes avec leur spécificité, et on y retrouve d'ailleurs le père, la mère, le guerrier, le ferrant, l'aïeul, la jouvencelle et l'étranger. Le père est représenté sous la forme d'un vieil homme barbu, rattaché au domaine de l'autorité et de la justice. Il est celui qui juge les âmes et gouverne, comme une figure paternelle en quelque sorte. La mère est son pendant féminin, protégeant les femmes et enfants. Elle est aussi le symbole de la maternité, de la paix et de la prospérité. Le guerrier est représenté par un homme armé d'une épée, et il est la facette rattachée au domaine de la guerre qui protège les guerriers lors d'un combat. Quant au ferrant qu'on symbolise avec un marteau, il est le protecteur des artisans et de ceux qui travaillent. L'aïeule est une vieille femme avec une lanterne et elle représente la sagesse, celle qui nous guide lorsqu'on doit prendre une décision ou lorsqu'on recherche des conseils. Pour la jouvencelle, il s'agit d'une jeune fille que l'on prie pour protéger les vierges, mais aussi et surtout bénir les mariages afin qu'ils soient prolifiques. Concernant l'étranger, il s'agit d'une mystérieuse figure encapuchonnée qui symbolise l'inconnu et aussi la mort. Il est celui qui vient chercher les morts pour les amener dans l'au-delà, une facette pas vraiment vénérée puisqu'elle viendra tôt ou tard à notre rencontre. Tous ces dieux sont priés quotidiennement dans les maisonnées ou bien dans les septuaires, des temples d'une taille variable selon le lieu, où l'on peut se recueillir devant les statues réunies à l'extrémité d'une étoile à 7 branches. Oui, vous allez voir tout au long de ce récit que le chiffre 7 a une valeur sacrée chez les Andals. D'après leur livre saint intitulé sobrement « L'étoile à 7 branches », les Seth côtoyaient les hommes dans les collines d'Andalos. Un jour, le père aurait donné une couronne à 7 étoiles au légendaire Ugor de la colline, le consacrant en tant que premier roi des Andals pour régner sur Andalos. En parallèle de cette approbation divine, les Seth lui promettent, à lui et ses enfants, d'immenses royaumes en terre étrangère.
D'après ces récits divins, c'est la raison qui pousse les Andals à quitter leur terre pour traverser le détroit. Mais les maîtres ne sont pas dupes car ils savent qu'il existe une autre version derrière ce mythe. Avec la chute de l'ancienne Gis au sud, les Valyriens ont le champ libre pour marteler le continent d'Essos. Ce peuple colonisateur organise son nouvel empire, créant des cités coloniales un peu partout, ce qui nécessitait une main-d'œuvre constante et en particulier des esclaves. Il est possible que les Andals aient aidé les Rhoynar à lutter contre l'avancée des Valyriens au tout début du conflit, alors que pour d'autres, les Andals sont restés passifs jusqu'au jour où ils ont appris que Valyria avait fondé une immense colonie à l'embouchure du fleuve afin d'en contrôler l'accès. Une cité que l'on connaîtra sous le nom de Volantis et qui serait le fer de lance d'une future conquête militaire. Conscients que les Rhoynar ne pourraient pas absorber toute la puissance valyrienne et préférant ne pas finir esclaves, les Andals décident d'abandonner le royaume d'Andalos. Ils s'en remettent à leurs compétences navales pour traverser les eaux du détroit en quête de cette fameuse terre promise. À Essos, les Valyriens ont contrarié la promesse faite par les Sept aux Andals, mais peut-être allaient-ils trouver leur bonheur à Westeros ? Renforcés par leur foi, les Andals se lancent sur leurs navires, qu'on appelle des Snekars, traversant le détroit pour accoster sur cette nouvelle terre. Les guerriers les plus fanatiques se gravent des étoiles à 7 branches sur le corps, jurant de n'avoir aucun repos tant qu'ils n'auront pas édifié de royaume à la gloire des nouveaux dieux. Les chroniques sont toutes quasi unanimes, c'est dans le Val, près de la région des Doigts, que les Andals accostent en premier lieu. À cette époque, Westeros est peuplé par les premiers hommes et les enfants de la forêt qui cohabitent dans une certaine harmonie depuis le pacte. Ces deux peuples ne s'attendaient pas à devoir unir leurs forces pour combattre un nouvel adversaire après avoir œuvré ensemble pour repousser les marcheurs blancs durant la terrible longue nuit. Dès qu'ils foulent cette nouvelle contrée, les Andals gravent des étoiles à 7 branches sur d'immenses pierres comme pour symboliser leur passage, mais aussi et surtout leur volonté d'implanter cette nouvelle religion. D'ailleurs, cette pratique sera progressivement abandonnée au fur et à mesure de l'assimilation de la culture Andal à Westeros. Le Val était la terre promise par Ugor de la Colline, la fameuse terre dorée au sein des hautes montagnes qui avait été prophétisée. Isolée du reste de Westeros, la région des Doigts dans le Val est l'endroit rêvé pour l'installation des Andals. S'organisant en petits royaumes, ils se retrouvent rapidement confrontés aux habitants locaux qui ne voient pas d'un bon œil l'arrivée de ces envahisseurs. À peine avait-il brûlé un Snekar que 10 autres arrivaient chargés de redoutables guerriers. Séparés par de vieilles querelles, la vingtaine de petits rois du Val ne s'unit pas pour contrer la menace des Andals. À bien y réfléchir, ils auraient dû laisser leurs différends de côté pour s'allier, ce qui aurait peut-être pu renverser le cours de l'histoire. Le roi de la maison Conque et celui de la famille Clairpierre, qui se disputaient le titre de roi des Doigts, payent des seigneurs de guerre Andals afin qu'ils combattent pour eux, jusqu'à ce que, un beau jour, ces mercenaires décident de se retourner contre leurs employeurs. En moins d'un an, les seigneurs des maisons Clairpierre et Conque périssent. Un jeune chevalier des Andals, un certain Corwin Corbray, épouse une fille de la maison Conque, alors qu'il prend pour amante la veuve du seigneur de Clairpierre. Armé de son épée en acier valyrien Dame Affliction, Corwin Corbray se proclame roi des Doigts. Plus au sud, dans la région de la baie des Crabes, le sire de Goéville, le roi Osgood III Chet, menait une guerre quasi éternelle contre le roi de bronze de la famille Royce. Ce dernier avait remporté de nombreuses victoires contre son voisin, ce qui pousse le roi Osgood à se rapprocher des Andals afin de détruire son adversaire. Sûr de lui, il propose de marier sa fille à un seigneur Andal, Gerold Grafton, ce qui lui permet de disposer d'une grande armée pour affronter son rival. En parallèle, Osgood se convertit à la foi des Sept, jurant par la même occasion de construire un immense septuaire dans la cité de Goéville s'il sort victorieux. Durant la bataille, la maison Chet l'emporte grâce à son alliance avec les Andals, mais le roi Osgood périt au combat, soi-disant de la main de son gendre. Le lord de Grafton s'approprie la couronne de son beau-père et dépossède l'héritier de la maison Chet. La cité de Goéville se soulève contre lui, mais Gerold parvient à mater la révolte dans le sang, ce qui est très paradoxal puisque dans les annales historiques, Gerold de Grafton est perçu comme un roi sage qui a permis à Goéville de se développer pour devenir l'une des plus grandes villes du Val. Désormais, il devait s'occuper de son plus redoutable adversaire, la maison Royce, qui le défiait continuellement. Le roi Warwick VI Royce, qui était l'adversaire du roi Osgood, poursuit le combat, détruisant une flotte de 7 navires et décorant les murs de sa demeure avec les têtes des Andals massacrées en guise d'avertissement. Après lui, ses héritiers continueront le combat contre les Andals jusqu'à l'arrivée d'un certain Robard de Royce. À l'avènement de ce nouveau roi, qui allait fêter son 16e anniversaire,
les Andals contrôlaient quasiment les 3/4 du Val. Les envahisseurs commençaient à se quereller entre eux pour le pouvoir, d'autant que, à travers tout le Val, une poignée de premiers hommes continuait à lutter farouchement contre les Andals. Saisissant cette chance, Robard parvient à gagner à sa cause tous les petits seigneurs des premiers hommes, parfois en ayant recours à des mariages politiques, d'autres fois par le prix de l'or ou des terres offertes, ou bien lors d'un concours de tir à l'arc où l'on dit qu'il a triché pour l'emporter. Tous ceux qui avaient été des petits rois plient le genou devant lui, si bien que Robard parvient à se constituer une grande armée. En conséquence, lors d'une assemblée, Robard de Reuss est proclamé grand roi du Val, des Doigts et des montagnes de la Lune. Enfin réunis derrière un chef unique, les premiers hommes remportent de nombreuses victoires contre les Andals. Robard utilise la ruse pour parvenir à ses fins, luttant sur un seul front pour disposer de toutes ses forces sans se disperser. Il n'hésite pas à proposer son aide à des seigneurs Andals pour lutter contre leurs rivaux, ce qui lui permet de jouer sur des querelles internes pour les abattre un par un. Selon la légende, c'est le roi des Doigts de la maison Corbray qui périt en premier, tué par Robard en personne. Le grand roi s'empare de l'épée en acier valyrien Dame Affliction en guise de trophée. Il envoie sa sœur afin qu'elle soulève la cité de Goéville contre l'autorité des Gravetons, mais cela se solde par un échec. Le Marteau des Collines, un autre roi Andal, affronte lui aussi la grande armée du Val pour périr au combat. Pendant un bref instant, la victoire des premiers hommes dans le Val était plus qu'envisageable. Mais ce ne fut qu'un doux rêve puisque à partir de ce moment, tout va s'enchaîner dans l'autre sens. Les seigneurs Andals ont perçu cette menace qui planait sur eux et c'est dans ce contexte qu'ils décident eux aussi de laisser leurs différends pour se regrouper face à ce péril qui les menaçait. L'homme choisi pour les guider est Sir Artis Arryn, un simple chevalier qui n'a aucune ascendance royale, quoique d'après sa famille, il descendrait du légendaire Ugor de la Colline. Bien qu'il soit de pur sang Andal, il est né dans le Val et n'a pas connu l'exil d'Andalos. Jugé comme le meilleur guerrier de son temps, Artis semble disposer de toutes les qualités pour vaincre Robard Reuss. Sur son bouclier, Artis arbore un faucon ainsi qu'une lune, les deux symboles de la région où il a vu le jour. Même son homme est coiffé de 2 petites ailes, si bien qu'on le surnomme le Chevalier ailé. Les deux armées se rencontrent finalement au pied de la lance du géant, non loin du territoire où a grandi Artis Arryn. Arrivés bien avant les Andals, les troupes de Robard creusent des tranchées hérissées de pieux pour se fortifier en vue de l'affrontement. Il faut dire que les Andals étaient mieux armés que les premiers hommes, en plus de disposer d'une cavalerie assez conséquente. C'est alors que les Andals arrivent sur le champ de bataille, l'argent présent sur l'armure d'Artis Arryn brille au loin, ce qui permet à Robard Reuss de bien localiser son adversaire. Par 7 fois les Andals chargent les troupes des premiers hommes et par 6 fois ils sont repoussés. Lors du 7e assaut, les Andals percent la défense pour se ruer sur leurs adversaires. Les guerriers de fer sont menés par Thorgold le Brave, qui combat torse nu avec 2 haches dans chaque main. Un fou furieux qui avait une étoile à 7 branches gravée sur le torse, ce qui renforçait son fanatisme. Puis ce fut le chaos le plus total avec des guerriers Andals qui se déversent sur toutes les troupes du Val. C'est alors que Robard Reuss tente une percée avec ses gardes du corps, parvenant à s'approcher au plus près du titan Thorgold qui venait de trancher le bras d'un seigneur des premiers hommes. Robard maniait l'épée légendaire Dame Affliction qu'il avait pris des mains du Lord de Corbray et il assène un coup à la tête de Thorgold qui attrape la lame tout en éclatant de rire. Mais c'était mal connaître le tranchant des lames en acier valyrien et Dame Affliction traverse les mains du guerrier pour se figer dans son crâne. C'est à ce moment que les rires du guerrier s'estompent. Au loin, Robard Reuss aperçoit Artis Arryn et pense la victoire à sa portée s'il parvient à tuer le chef des Andals. Le duel prend fin avant même d'avoir commencé, car Dame Affliction découpe le casque ailé du chevalier Arryn comme dans du beurre. Puis Robard entend les corps de guerre sonner dans son dos et en se retournant, il découvre une armée de 500 cavaliers qui foncent sur ses troupes. À leur tête, un champion vêtu d'argent qu'il reconnaît de suite, Artis Arryn. Ce dernier avait mené ses cavaliers dans un sentier de chèvres à travers les montagnes pour prendre à revers les premiers hommes. Il avait habillé un de ses lieutenants avec l'une de ses armures pour que son piège soit infaillible. Puis ce fut une véritable déroute pour les premiers hommes dont très peu survécurent pour témoigner du massacre que l'on appellera la bataille des 7 étoiles. Quant à Robard Reuss, il périt au combat, non sans avoir lutté jusqu'au bout, mais cependant les historiens ne s'accordent pas pour savoir qui a tué le grand roi, bien qu'il semblerait que ce soit Sir Jaime Corbray qui a réussi à le vaincre, récupérant par la même occasion l'épée familiale Dame Affliction qui avait été subtilisée par le passé.
Près de 14 maisons des premiers hommes disparaissent lors de cette terrible bataille, bien que paradoxalement, la famille Royce n'est pas exterminée. Les maisons survivantes prêtent allégeance aux Andals, cédant de nombreuses terres, richesses et otages en gage de leur soumission. Quant à Artisarine, il est proclamé roi de la montagne et du Val. Le nouveau souverain décide de construire le château à la porte de la Lune afin de consolider son autorité, mais ce dernier a des allures de petit fort plutôt qu'un palais. C'est le 4e roi de la dynastie qui va entreprendre la construction du château des Airiers, bien qu'il ne verra pas son œuvre achevée. En tout, il faudra 44 années et près de 4 rois successifs pour que les Airiers soient achevés, un bastion redoutable niché au sommet d'un haut promontoire. Avec le Val, les Harines disposent d'une solide armée, sans omettre l'importante flotte stationnée à Goéville. Les dernières îles incorporées au Val sont les Trois Sœurs, un peu plus au nord, après plusieurs millénaires de conflits sanguinaires avec le roi de l'hiver, où le seigneur Stark abandonne ces îles sans richesse au profit du Val d'Arryn. Mais nous reviendrons sur le cas du Nord un peu plus tard. L'histoire du Conflent commence réellement avec l'arrivée des Andals. Après la longue conquête du Val, les envahisseurs se dirigent vers de nouvelles contrées, remontant le long du Trident et ses branches à bord de leurs navires. L'étoile des Sept accompagnait les Andals partout et ils traitaient les dieux des premiers hommes avec mépris, n'hésitant pas à qualifier les enfants de la forêt comme des démons qu'il fallait impérativement détruire. En conséquence, les Andals s'en prennent au Baral sacré, détruisant par l'acier et le feu ces immenses forêts habitées par les occupants originels du continent. La grande colline de Noblecoeur était un endroit sacré pour les premiers hommes, sans oublier les enfants de la forêt qui vivaient dans les bois bordant cette colline, et selon les légendes, un roi Andal a un jour décidé d'en finir avec ce lieu maudit et se retrouve attaqué par les enfants de la forêt qui lancent sur lui des animaux enragés grâce à leur verre-voyant. Mais aucun croc ou griffe ne pouvait rivaliser contre l'acier et le bois de Noblecoeur est finalement détruit par les flammes. Il existe aussi une autre version qui dit que les enfants de la forêt ont abandonné la colline en voyant l'avancée des Andals, bien que le résultat conduit à la même finalité puisque la forêt de Baral sacré est détruite. Il existait quelques rois assez fous pour oser résister aux Andals, ce fut le cas du roi Tristifère IV Aluve, surnommé la masse de la justice, qui a remporté 99 combats contre les Andals avant de perdre le 100e affrontement face à une alliance de 7 rois Andals. C'est aussi à cette époque que l'on retrouve la trace du premier membre de la famille Tully, puisque Edmure Tully avait lutté aux côtés de la masse de la justice. Le nouveau souverain Aluve, appelé aussi l'Ultime, est le dernier roi de cette dynastie du Conflent. Incapable d'endiguer la progression des Andals, il assiste impuissant à la destruction de son royaume qui est partagé entre les victorieux. À peine avait-il remporté la guerre que les Andals se disputaient les restes du Conflent et parfois assez violemment. Le premier roi Andal à placer tout le Conflent sous sa domination était Benedict Rivers, qui, fait amusant, était issu de l'union entre deux maisons qui se détestent pourtant, les Nerbosques et les Bracken, qui s'étaient par le passé unis avec des Andals. Devenu roi après avoir vaincu de nombreux souverains rivaux, Bénédicte adoptera le surnom de Le Juste pour créer une nouvelle famille. Une maison qui va régner pendant plus de 300 années jusqu'à sa disparition totale. S'ensuit une nouvelle période d'incertitude où toutes les maisons du Conflent se disputent l'antique royaume des Le Juste. Des règnes brefs, car la région du Conflent était menacée dans chaque contrée par ses voisins directs, ce qui explique son instabilité constante. L'une des plus célèbres batailles du Conflent oppose le roi de la maison Tig à celui de Harlan III Durandon, roi de l'orage. Autour de l'année 400 avant la conquête, les deux camps s'affrontent au cœur du Conflent sur fond d'une antique rivalité. En l'espace d'une après-midi, la couronne de la maison Tig passe entre les mains de 5 rois différents lors de la sinistre bataille des 6 rois, dont Harlan III est le seul monarque survivant. Après cette bataille et pendant plus de 300 ans, le Conflent est incorporé aux terres de l'orage jusqu'au siècle de sang qui va totalement redistribuer les cartes. C'est aussi plus ou moins à cette époque qu'une famille va tirer son épingle du jeu, la maison Frey. Apparue autour de l'année 300 avant la conquête, les Frey se font anoblir et décident de s'installer près du fleuve de la Verfurque afin d'en contrôler l'accès. Avec le temps et après avoir construit leur château des jumeaux, les Frey font payer le passage entre le nord et le Conflent, ce qui leur permet d'acquérir une grande richesse, mais aussi une mauvaise réputation auprès des autres grandes maisons. Mais revenons dans le passé afin de mettre en lumière la venue des Andals dans les terres de l'orage. C'est à cette époque que régnait le roi Carleton II Durandon,
et ce dernier se voit confronté à l'expérience des Andals qui venaient d'achever la conquête du Val. Les règnes des successeurs de Carleton sont marqués par la guerre constante contre les Andals qui avaient fondé une grande alliance appelée la Fraternité Sacrée, organisée autour de, je vous le donne en mille, 7 seigneurs de guerre Andals. Il est dit que pour tout Andal tué, 5 débarquaient depuis Andalos à bord de leur navire. Puis ce fut au tour de l'île de Torse de tomber, tout comme celle d'Estremont. Le légendaire guerrier Galadon de Morne aurait vécu à l'époque de l'arrivée des Andals. Il s'agit d'un champion originaire de l'île de Morne, juste à côté de Torse, dont la jouvencelle serait tombée amoureuse. En gage de son amour, la déesse lui aurait offert une épée magique, juste pucelle, qui était tellement redoutable qu'elle rendrait tout combat déloyal vu que son porteur l'emportait. Galadon ne l'utilisera que 3 fois en tout, dont une pour vaincre un dragon, une énième histoire d'un chevalier idéal. Voyant que les nouveaux occupants étaient de plus en plus pressants à ses frontières, le roi Duran XXI prend une décision inédite. Il part dans les bois pour aller quémander de l'aide auprès des enfants de la forêt qui s'étaient réfugiés là. Cette union, qui sera appelée l'Alliance du Baral, permet de remporter 3 grandes victoires dans les terres de l'orage. Pour autant, elle ne semble pas avoir tenu sur le long terme puisque, un peu plus tard, le nouveau roi Durandon fera appel aux Dorniens pour lutter contre les Andals plutôt que les enfants de la forêt. Des victoires de courte durée puisqu'il arrivait toujours plus d'Andals. Mais le nombre ne fait pas tout, car les Andals n'ont jamais réussi à vaincre définitivement les Orageois. Par 7 fois ils essayent d'assiéger Akalmi, et par 7 fois ils échouent à faire plier cette forteresse. Après ce 7e échec, les Andals interprètent cela comme un signe divin et ils abandonnent leur projet de conquête des terres de l'orage. Finalement, c'est grâce à un mariage que les tensions s'apaisent car le roi Maldon IV Durandon prend pour épouse une femme Andal, tandis que les chefs de guerre Andal épousent des femmes des terres de l'orage. Ce n'est que plus tard que les Orageois abandonnent les anciens dieux au profit de la foi des Sept. Progressivement, les derniers enfants de la forêt qui étaient dans les bois de l'orage disparaissent et avec la conquête du Conflent par la suite, le royaume des Durandon atteint son apogée jusqu'à amorcer son lent déclin à l'orée du siècle 200. Après plusieurs milliers d'années passées dans le Val, le Conflent et les terres de l'orage, les Andals continuent leur avancée en direction des terres de l'Ouest et celles du Bief. Domaine de la maison Jardinier depuis l'âge des héros, les souverains du Bief étaient au courant de l'arrivée de ces envahisseurs. Ils avaient scrupuleusement noté toutes les informations à propos de l'avancée des Andals, se préparant à les accueillir comme il se doit. Mais, fait surprenant, les jardiniers ne commettent pas l'erreur de s'allier avec des seigneurs Andals. Ils vont plutôt chercher des alliances avec les enfants de la forêt, tout en augmentant la taille des murailles d'Aujardin. Il existe même un roi jardinier qui aurait donné une grande quantité d'or à une sorcière vivant dans les bois qui prétendait pouvoir lever une armée de morts-vivants pour vaincre les Andals. Enfin, les rois du Bief encouragent leurs bannerets à se préparer pour la guerre. C'est en ce sens que les Redwynes de la Treille construisent de nouveaux navires alors que les Hightower de Villevieille renforcent les murs de leur cité. Mais cette guerre n'aura jamais lieu puisque l'histoire prend un tout autre tournant après la succession de 3 rois du Bief. Ces 3 souverains seront surnommés les 3 sages puisqu'ils ont tous les 3 œuvré afin d'assimiler les Andals à leur royaume plutôt que de les affronter. Le premier roi accepte un septon dans son conseil restreint et construit un premier septuaire à Aujardin, bien que pour le coup il continuera à prier les anciens dieux dans le bois sacré, et il faudra attendre le 2e roi pour que la nouvelle religion remplace celle des anciens dieux, ce qui permet aux jardiniers de construire de nouveaux septuaires au sein de leur royaume. Enfin, le 3e roi est adoubé chevalier, alors que ses 2 ancêtres avaient pris pour épouse des Andals. Durant leur règne, les 3 rois prennent des chevaliers Andals à leur service, et c'est ainsi qu'un beau jour, un certain Alester Tyrell est emmené devant le roi. Ce dernier était très doué au combat, à tel point qu'il fut nommé champion royal et bouclier lige personnel du roi. Les descendants de Sir Alester Tyrell deviendront par la suite les intendants de Haut-Jardin. Avec le temps, le royaume du Bief se solidifie comme étant l'un des plus puissants de Westeros et utilisant les compétences des Andals ainsi que celles des premiers hommes pour œuvrer conjointement. Rarement une conquête fut accomplie sans verser le moindre sang. Mais les siècles suivants n'ont pourtant pas réservé le meilleur pour la maison Jardinier. Dans cette vaste histoire, il existe pourtant un rayon de lumière avec Guy le III Jardinier qui a réussi à mener à bien une grande campagne militaire contre les Durandon. Ce dernier parvient à conquérir toutes les terres de l'orage, mis à part Akalmi qui l'assiège pendant 2 années sans réussir à s'emparer de cette forteresse.
Il aurait certainement réussi s'il n'avait pas dû rentrer en catastrophe pour défendre le Bief qui était attaqué par une armée Lannister envoyée par le sournois souverain du Roc. Attaqué de toutes parts, Guy le III doit aussi affronter 3 rois de Dorne et 2 du Conflent, mais il périt de maladie alors que la victoire lui tendait les bras. La suite n'est qu'une longue succession de déconvenues pour la maison Jardinier, avec un royaume qui tombe progressivement en lambeaux. Perdant la raison, le roi Garth X Jardinier était le jouet des factions qui se disputaient le pouvoir. La maison Pic avait uni l'un de leurs fils avec la fille du roi, tandis que la maison Manderly faisait de même avec une autre princesse. Leur rivalité est légendaire, ponctuée de complots, trahisons et coups bas pour obtenir les faveurs du roi. Voyant la situation depuis l'extérieur, les rois du Roc et des terres de l'orage se saisissent de l'occasion pour attaquer le Bief. C'est aussi le moment choisi pour les rois dorniens qui assiègent Villevieille et s'emparent de la citadelle d'Aujardin. Le fief des jardiniers est brûlé, tout comme le trône de chêne qui est débité à la hache. Garth X est retrouvé ligoté dans son lit et d'autres dorniens lui trancheront la gorge par pitié. Il s'ensuit près de 10 années d'anarchie jusqu'au jour où les intendants Tyrell parviennent à remettre un héritier de la maison Jardinier sur le trône. Ce nouveau souverain redore la gloire de son royaume tout en reconstruisant la cité d'Aujardin. C'est après ce renouveau que la maison Manderly va gagner en puissance, peut-être même un peu trop, ce qui effraie le souverain jardinier qui décide de les bannir du Bief entre l'année 1000 et 600 avant la conquête, offrant ainsi l'antique demeure des Manderly à la maison Pic, leurs terribles rivaux. Les Manderly s'exilent au nord où ils sont accueillis par le seigneur Stark. Ce dernier accepte de leur confier le fief de l'Antre du Loup en échange de toutes leurs richesses que le roi utilisera pour améliorer cette forteresse qui se transformera plus tard en une splendide cité appelée Blancport. En parallèle, les Manderly sont quand même autorisés à conserver le culte des Sept du moment qu'ils prêtent allégeance aux Stark devant les anciens et les nouveaux dieux. Mais revenons rapidement dans le Bief car nous avons oublié quelque chose de très important. Concernant la cité de Villevieille, le seigneur Hightower accueille à bras ouverts les Andals en disant que la guerre nuit au commerce. Il aurait même répudié son épouse et ses enfants au profit d'un nouveau mariage avec une princesse Andal. Ses descendants vont construire le premier septuaire dans la cité tout en se convertissant officiellement à la foi des Sept. Progressivement, Villevieille devient un grand centre de la foi grâce à sa population qui accepte cette nouvelle religion, mais aussi et surtout parce qu'elle disposait de 7 septuaires. C'est dans ces murs que réside le Grand Septon, le chef de la foi et porte-voix des nouveaux dieux à Westeros. Villevieille devient ainsi la ville sainte d'où les pèlerins viennent prier les dieux pour obtenir des faveurs. Cette proximité avec la religion pourrait expliquer pourquoi la maison Hightower s'est si longtemps tenue à l'écart de tous les conflits, un statut sacré qu'il a en partie préservé dans le temps. À l'arrivée des Andals, Port-Lannis était la 2e plus grande ville de Westeros et seule Villevieille l'a dépassée. Les Lannister avaient entrepris la construction de grandes fortifications pour défendre leur cité contre les pillards Fernés. Pendant de nombreux millénaires, les lions étaient détournés de ce qu'il se passait dans les autres régions, bien trop occupés à gérer les Fernés qui ravageaient leurs côtes. Les Andals arrivent relativement tard dans les terres de l'Ouest, très certainement en même temps que les premières incursions dans le Bief. Le premier seigneur de guerre Andal connaît une fin sanglante après avoir été massacré par le roi Thibault Lannister, que l'on surnommait la Foudre pour son tempérament électrique. Les 2e et 3e tentatives militaires connaissent elles aussi une fin similaire pour les Andals. Les rois du Roc ont vite compris qu'ils ne pourraient repousser indéfiniment cet envahisseur qui revenait chaque fois avec davantage de troupes. Plutôt que de continuer dans une guerre sans fin qui pourrait causer leur perte, les Lannister organisent des mariages politiques entre les chefs Andal et les puissantes maisons des terres de l'Ouest. Inutile de préciser que les Lannister demandent des garanties aux Andals, exigeant ainsi des grandes quantités d'or pour sceller ces nouvelles unions. Avec le temps, les Lannister vont eux aussi s'unir aux Andals par des mariages, ce qui permettra au sang des deux peuples de se mêler pour ne faire plus qu'un. Revitalisés, les rois du Roc vont étendre leur royaume progressivement afin d'accroître leur puissance. Certains souverains Lannister sont connus pour leur sagesse et prouesse au combat, mais d'autres ont gagné une mauvaise réputation qui va entacher toute leur famille. Certains disent que c'est même le sang Andal qui est responsable de cette déchéance. On peut citer par exemple le roi Loréon V Lannister, surnommé la reine Loréa, puisqu'il aimait se déguiser en prostituée avec des vêtements de femme pour errer sur les quais de Port-Lannis. Inutile de préciser ce qu'il s'amusait à faire, d'autant plus que, après lui, le nom Loréon va perdre en prestige. Quant au roi Tyrion II Lannister, surnommé le Tortionnaire, il était réputé pour son goût de la torture, ne désirant les femmes qu'après les avoir vues saigner.
Autant dire que, là aussi, comme pour le Bief, les terres de l'Ouest voient leur éclat d'antan décliner progressivement suite à ces unions avec les Andals, bien qu'ils arrivent à se maintenir et que leur territoire en ressort renforcé sur le plan militaire. Terre reculée du continent de Westeros, l'arrivée des Andals à Dorne va marquer l'histoire de cette région durablement. Ces derniers connaissent bien Dorne et ils avaient l'habitude de dire qu'on n'y trouve rien, mis à part des scorpions, serpents et du sable. Ceci pourrait expliquer le fait que les Andals ne se sont pas lancés dans une conquête de Dorne, préférant aller sur les côtes plus prospères dans le Val. Plusieurs maisons vont essayer de se tailler un petit royaume le long du fleuve puisque les Andals sont des marins avant tout. Quelques familles Andals tentent de s'établir dans les sables chauds ou les montagnes rocheuses qui bordent tout le territoire aride de Dorne, espérant ainsi faire fortune là où personne ne veut aller. Une liste de toutes les familles Andals implantées à Dorne serait tout bonnement futile, mais il faut tout de même prêter attention à la plus connue et non des moindres, la maison Martell. Le premier membre de cette maisonnée est Morgan Martell, un aventurier Andal qui s'est forgé une petite seigneurie après avoir défait d'autres familles déjà en place. Au fil des siècles, les seigneurs Martell augmentent leur pouvoir sur la région, mais tout ceci est à relativiser puisque ce gain de puissance est extrêmement lent en comparaison d'autres maisons Andal. Jusqu'à l'arrivée des Rhoynar dont nous parlerons la prochaine fois, aucun habitant de Dorne ne comptait la maison Martell comme une grande maison, encore moins comme étant susceptible d'être un danger. Une histoire assez calme en comparaison des turbulences chez les Fernés. Dans les îles de fer, l'arrivée des Andals n'ébranle pas les Fernés, au contraire, elle va d'autant plus les stimuler. Étant donné que l'avancée des Andals est longue sur le continent de Westeros, les pillards Fernés en profitent pour attaquer les côtes et emporter de nombreuses richesses. Beaucoup de rois se succèdent en portant le titre de grand roi des îles de fer. L'un des plus connus n'est autre que Cored le Cruel, un leader sanguinaire qui n'hésite pas à ravager toutes les côtes ouest de Westeros. Il parvient à mener de nombreux raids, pillant et détruisant la cité de Villevieille, et il réussit même à vaincre des seigneurs de guerre Andals dans le Conflans, exigeant par exemple un tribut annuel au roi de la rivière de la maison Le Juste, ainsi que l'envoi d'otages. Mais 3 années plus tard, à cause d'un retard sur le paiement du tribut, Cored fait exécuter les otages sans la moindre hésitation, ce qui conduira à la disparition de la maison Le Juste, après le sacrifice du roi de la rivière au profit du dieu noyé suite à une grande défaite. Les rois Fernés qui vont se succéder vont délaisser le Conflans pour se concentrer essentiellement sur le Bief, une terre fertile de la maison Jardinier qui subit leurs invasions quotidiennes de toutes parts. Les Fernés continuaient à élire leur souverain lors d'un grand conseil jusqu'au jour où un chef de guerre de la maison Greyfer usurpe le trône de Grey. Son petit-fils, Huron Greyfer, décide tout de même d'organiser des états généraux pour être validé en tant que grand roi des îles de fer. Au cours du conseil, il lâche ses guerriers armés de haches qui massacrent tous les participants. Par cet acte, la monarchie élective disparaît au profit d'un système héréditaire qui va durer des siècles. Le dernier roi de la maison Greyfer est déposé bien plus tard par une rébellion orchestrée par plusieurs maisons Fernées désireuses de s'emparer de cette couronne. Les Andals, réputés pour être de solides marins avec des navires bien plus robustes que ceux des Fernés, commencent à véritablement apparaître à ce moment-là sur les îles de fer. C'est à cette occasion que Aras Chenu, soutenu par les Andals, remporte le trône de Grey lors d'une danse du doigt, un jeu qui consiste à lancer des haches en l'air pour les rattraper avec ses mains sans se couper les doigts. Mais chez les Fernés, l'arrivée des Andals est très mal vue, d'autant que la maison Chenu n'hésite pas à se marier avec eux, mêlant ainsi leur sang et trahissant leurs origines. Beaucoup de maisons Fernées vont tenter de déstabiliser les Chenu, en vain puisque les rois des îles de fer rivalisent en cruauté et ruse pour déjouer la moindre rébellion. Un jour, le roi Chenu autorise qu'un septuaire soit édifié là où se tenaient jadis les états généraux des Fernés. Inutile de préciser qu'un tel acte est mal vu par les prêtres du dieu noyé, qui s'empressent de soulever toutes les maisons afin de détruire cette construction maléfique. Le septuaire est détruit, tous les fidèles qui s'y trouvaient sont noyés, afin de revenir dans la foi du dieu noyé, ce qui déclenche la colère du roi Chenu qui se venge en matant par le sang cette révolte. La culture andale continue à se mêler à leur quotidien, et les Fernés doivent ainsi abandonner les pillages pour pratiquer le commerce. Là aussi, c'est une pratique en totale contradiction avec l'antique voie qui ne semble pas perturber les Chenu pour autant. Des rois vont s'instruire à Westeros, visiter d'autres seigneuries tout en étant élevés dans la foi des Sept. L'un d'entre eux va même s'unir à une Lannister lors d'un mariage politique. C'en est trop, les Fernés se révoltent à nouveau et c'est ainsi qu'ils destituent le roi Harmund III, surnommé le Beau, après l'avoir aveuglé ainsi que lui avoir coupé le nez et la langue pour qu'il ne prononce plus de mensonges et qu'on puisse voir son vrai visage, celui d'un monstre.
À sa place, son frère Aegon Chenu est acclamé roi par les seigneurs et prêtres du dieu noyé. Ce dernier remet en place les traditions, dénonçant la foi des Sept et chassant tous les septons de son royaume en l'honneur du dieu noyé. En l'espace de 15 jours, tous les septuaires des îles de fer sont détruits, mais ce n'est pas tout. Aegon va jusqu'à mutiler sa propre mère, qu'il surnomme la putain Lannister, lui coupant les oreilles, lèvres, paupières et la langue, tout en la renvoyant auprès des Lannister dans un bateau. Choqué par cette violence, le sire de Castral Rock convoque ses bannerets en vue d'une vengeance sanglante. La guerre qui suit causera presque 10 000 morts, dont les 3/4 étaient des Fernés, conduisant les Lannister à débarquer sur les îles de fer afin de poursuivre le massacre. Le roi Aegon termine mutilé de la même façon que sa mère, à charge de revanche avant d'être exécuté. C'est alors qu'un chevalier de la maison Crakol, qui avait mené l'expédition au nom des Lannister, s'empare du trône de Grey et se proclame roi des îles de fer, ce qui ne plaît guère aux Lannister qui voient cela comme une trahison, et encore plus pour les Fernés qui n'acceptent pas une occupation étrangère. Abandonné par les Lannister, le roi Crakol est capturé par les Fernés et offert en sacrifice au dieu noyé. La maison Chenu reprend le pouvoir qu'elle occupait auparavant après ce tout petit interlude d'une année. Les Andals ont réussi à s'implanter par la force pendant plusieurs siècles dans les îles de fer, avant de s'effacer progressivement face au regain de la foi du dieu noyé qui n'avait jamais vraiment été abandonné par les petites maisons Fernées. Leur assimilation est donc un échec, et on peut en dire autant pour leur tentative dans le nord. Alors que les Stark venaient d'unifier leur royaume avec la soumission du dernier roi rouge Bolton, les premiers sneakers des Andals arrivent dans le nord. La menace venait aussi par le sud, dans la région du Neck, où les paludiers de la maison Reed sont confrontés à des incursions Andals. Soucieux de défendre son grand royaume, les Stark envoient leurs troupes dans le Neck ainsi que le long des côtes pour repousser cet envahisseur. Le roi Théon Stark, que l'histoire surnomme le loup affamé, repousse toutes les invasions et parvient même à détruire un grand seigneur de guerre Andal lors de la bataille de la Larmoyante autour de l'année 1700 avant la conquête. Le corps du seigneur Andal est attaché à la proue du navire de Théon lorsqu'il décide de lancer des représailles directement sur Andalos. Une fois arrivé là-bas, on dit qu'il a brûlé plus de 20 villages, 3 forts de guerre et un grand septuaire, tout en passant plus d'une centaine d'Andals par le fil de son épée. Inutile de préciser que les populations Andals sont massacrées par les troupes Stark. Le roi Théon revient dans le nord avec les crânes des vaincus qu'il n'hésite pas à placer le long de ses côtes en guise d'avertissement. Il va ensuite se détourner des Andals pour aller guerroyer de l'autre côté contre les Fernés, parvenant à récupérer une partie de l'île aux ours. Son successeur, le roi Roderick Stark, poursuit l'œuvre de Théon en chassant définitivement les Fernés de la baie entourant l'île aux ours, dont il confie la garde à la maison Mormont, qui, en remerciement, demeurera fidèle aux Stark. C'est plus ou moins autour de l'année 700 avant la conquête que le Lord Bolton tente de se révolter contre l'autorité du roi du Nord. Arlon Stark parvient à briser la volonté des Bolton après avoir assiégé pendant 2 ans Fort Terreur. Au même moment, un des frères de la maison Stark, appelé Carlon, aide sa famille à vaincre une autre rébellion dans le nord. En remerciement, on lui offre des terres et c'est ainsi que Carlon Stark fonde une nouvelle dynastie, celle des Karstark, qui dérive du nom de son fondateur. Comme dit précédemment, les Stark fortifient leurs frontières en construisant la forteresse de l'Antre du Loup qui, une fois intégrée à la cité de Blancport, deviendra la demeure de la maison Manderly, exilée depuis le Bief. Quant aux Andals, ils auront beau essayer de mettre à mal le royaume du Nord, mais rien n'y fait. Le royaume des rois de l'hiver demeure préservé, même s'il existe tout de même quelques rares mariages entre les premiers hommes et Andals. Pour défendre le mur, les Stark continuent de soutenir la garde de nuit pour maintenir les garnisons qui aident à défendre cette fortification glacée. Environ 2700 ans avant la conquête, les Sauvageons se rassemblent sous la gouvernance des rois au-delà du mur, Gendel et Gorn. Ces derniers avaient arbitré une querelle entre les enfants de la forêt et les géants à propos d'une grotte. À cette occasion, les deux frères découvrent que cette grotte est connectée à un réseau de tunnels souterrains qui passent sous le mur. Une occasion rêvée pour mener une invasion dans le nord, et c'est ainsi que les deux frères rassemblent leurs troupes en vue de passer par les cavernes. Repérés par les Stark, ils sont pris en tenaille par les troupes du seigneur Stark et celles de la maison Omble aux côtés de la garde de nuit. Dans cette rude bataille, Gorn parvient à terrasser le seigneur de Winterfell, mais il est finalement tué dans la foulée par le jeune héritier Stark. Quant à Gendel, il est blessé et se replie dans les grottes avec ses troupes. Le roi au-delà du mur se perd dans les tunnels, ne ressortant jamais de ce labyrinthe.
Selon les légendes racontées par la garde de nuit, on dit que les descendants de Gendel habitent toujours dans les grottes, affamés de chair fraîche et craignant la lumière du jour. La garde fait aussi mention d'une autre légende qui la concerne. Il s'agit de l'histoire du Rakok, raccordé à la forteresse de la garde de nuit de Fornox, qui, dit-on, servit à un roi Andal son propre fils cuisiné dans une tourte. La vengeance est un plat qui se mange froid, et sans savoir qu'il dégustait sa progéniture, le roi Andal réclame une seconde part de cette fameuse tourte. Pour avoir brisé la loi de l'hospitalité, le Rakok est maudit par les anciens dieux, transformé en un hideux rat blanc de la taille d'une truie, perpétuellement affamé et condamné à manger ses propres enfants. Comme quoi, il ne faut pas fâcher les dieux et encore moins leur manquer de respect. Environ 1800 années avant la conquête, la grande majorité des Andals avaient traversé le détroit pour s'installer sur Westeros. Pour autant, de nombreuses familles décident de rester à Andalos, la terre originelle de leurs ancêtres. À cette époque, un Andal nommé Carlon le Grand se proclame roi alors qu'il réside dans la cité de Loras. Il construit un gigantesque donjon de bois orné de têtes de ses ennemis au cœur du grand labyrinthe d'une des îles qui entourent Loras, et après 20 années de guerre, Carlon parvient à se tailler un petit royaume sur tous les territoires Andals situés le long de la mer Grelotte jusqu'aux portes de la cité valyrienne de Norvos. Voyant un ennemi redoutable arriver devant ses murs, Norvos envoie des messagers à Valyria pour quémander de l'aide. La cité-mère envoie près de 100 dragons pour délivrer sa colonie assiégée par les Andals. Cette armée menée par les seigneurs dragons parvient à briser le siège de Norvos sans difficulté, anéantissant l'armée Andal ainsi que le roi Carlon le Grand. Mais les Valyriens ne s'arrêtent pas là et semblent décidés à punir les Andals. Afin de détruire toute trace de Carlon, ils brûlent le grand donjon de bois ainsi que la majorité de leur construction. L'archipel de Loras est purgé de sa population et va connaître un siècle d'abandon avant que la secte du dieu Boach ne décide de s'y installer. Les restes du royaume sont petit à petit annexés par les cités voisines, notamment Pentos, tandis que de rares Andals se regroupent dans les terres d'Andalos mais sans avoir la moindre prétention territoriale. À Westeros, la société et culture andale se mêlent avec celle des premiers hommes dans une alchimie plus ou moins parfaite selon les territoires. Les premiers hommes utilisaient du bronze pour leurs armes et armures, tandis que les Andals avaient recours au fer, bien plus solide et tranchant. Un art de la forge qui va se diffuser pour permettre aux Westerosi de mieux se défendre. L'importation du modèle de la chevalerie découle de l'arrivée des Andals, ce qui permet à la société westrienne d'entrer dans une ère féodale. Il ne faut pas non plus négliger l'importance de la foi des Sept, qui s'impose comme la religion réunissant le plus de fidèles sur le nouveau continent, supplantant la foi des anciens dieux qui étaient jusque-là majoritaires. C'est également grâce aux Septons que les traces écrites sont conservées, puisque les Andals ont apporté un système d'écriture afin de sauvegarder leur histoire et celle des peuples vaincus. De fait, l'utilisation du système runique des premiers hommes se perd au point de totalement disparaître. Quant aux enfants de la forêt et les géants, les occupants originels de Westeros sont repoussés par-delà les forêts pour se réfugier dans le nord, de l'autre côté du mur, dans les immensités gelées de l'éternel hiver. On pourrait croire que l'arrivée des Andals était la dernière des invasions, alors que par-delà les océans, le peuple des Rhoynar s'apprêtait à prendre la mer en direction d'une terre promise qui les conduira inexorablement à s'installer à Westeros. Mais ça, pour le coup, vous vous en doutez, c'est une toute autre histoire. Merci pour votre écoute attentive dans cette version longue de l'arrivée des Andals et à bientôt pour de nouvelles explorations de l'histoire ancienne de Game of Thrones. Bye tout le monde.